Mesdames et messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce JT Week-end. Les titres. L'électricité de Djibouti se prépare à la mise en service des sources d'énergie renouvelable. Autrement dit, l'EDD se met en phase avec les projets d'exploitation de l'énergie éolienne du Goubès de la gendarmerie de Fialé. Et la Lune et Mars s'apprêtent à faire le spectacle ce soir dans le ciel. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a adressé hier un message de condoléances au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, dont le pays a déploré hier la mort d'un de ses plus illustres cadres, en l'occurrence l'ingénieur Simegno Bekele, le directeur du barrage de la Renaissance. Dans son message, le président de la République a fait part de sa tristesse et vive émotion et exprimé sa solidarité et compassion au Premier ministre et au peuple ami d'Éthiopie dans l'épreuve terrible de la perte du responsable en chef d'un des plus grands projets économiques et social actuel de l'Éthiopie. Je suis d'autant plus touchée par la disparition du feu Simegno Bekele que je connaissais personnellement, a écrit le président Guelleh, qui a décrit le défunt responsable public éthiopien de valeureux patriotes, de cadres hautement compétents et d'intellectuels très au fait des priorités de son peuple et de ceux de la région. Nul doute qu'avec la disparition du talentueux ingénieur éthiopien, notre région perd un élément très précieux qui œuvrait inlassablement en faveur de l'intégration économique de notre région, a fait observer le chef de l'État djiboutien avant de réitérer ses condoléances attristées au Premier ministre Dr Abiy Ahmed et au peuple frère éthiopien. Tout à fait autre chose, je le disais en titre, l'électricité de Djibouti se prépare à la mise en service des sources d'énergie renouvelables. Autrement dit, l'EDD se met en phase avec les projets d'exploitation de l'énergie éolienne du Goubès et de la géothermie de Fialé. C'est dans ce cadre que l'EDD a signé hier un accord avec la société chinoise Shanghai Electric pour la construction d'une ligne de transport d'électricité longue de 74,3 km prévue pour le transport de 230 kV. L'accord en question a été paraphé hier par le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jamali Guelleh, et le président de Shanghai Power Transport and Distribution Group, Shao Weihua. L'accord d'un montant de 56 millions de dollars a été paraphé également par le secrétaire général du ministère de l'énergie d'une part et le vice-président de la même société, Jen Shoui. La durée des travaux est prévue pour 16 mois et doit devancer la fin des travaux du projet de l'énergie éolienne pour être mis en service à temps. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion de cette cérémonie de signature d'accord, le directeur général de l'EDD, Jamali Guelleh, a indiqué que le choix de Shanghai Power Transport comme partenaire dans cet important projet découle de l'expérience de cette société dans notre pays, puisqu'elle a eu à construire la partie électrique de la ligne de chemin de fer qui est aujourd'hui opérationnelle. Il a ajouté, vous l'entendrez par ailleurs, que Shanghai Power Transport participe au financement du projet lui-même à hauteur de 30 millions de dollars sous forme de prêt. Là-dessus, écoutons le directeur général justement. Comme vous voyez, donc, nous venons de signer un contrat avec la société Shanghai Electric pour la fourniture, la construction et la mise en service d'une ligne 230 kV d'une longueur de 74,3 km, un poste 230 au niveau de Goubès et une transformation de l'ancienne ligne au niveau de Djabanas pour passer d'une ligne aérienne à une ligne souterraine afin de libérer certains espaces pour la ligne. Ces projets donc nous coûtent 56 millions de dollars. 30 millions de dollars nous a été accordé par Shanghai Electric sous forme de crédit fournisseur que nous allons le rembourser en 10 ans. Et les 25 millions restants, donc c'est l'électricité de Djibouti qui va couvrir avec ses propres fonds. Le délai d'exécution de ces projets est prévu à 16 mois.
Ces 16 mois correspondent bien à la durée de réalisation des éoliens. Et puis cette ligne consiste donc à transmettre les énergies qui seront produites par les éoliens, par l'énergie géothermique au niveau des Galilée-Coma de l'ODEC et de Fiale. Donc nous sommes en train de le réaliser. Et il est certain que les infrastructures de transport d'énergie doivent être réalisées avant même que les centrales éoliennes ou géothermiques soient donc réalisées. Nous comptons donc au jour d'aujourd'hui réaliser donc ces projets. Je remercie donc Shanghai Electric, dont le président Shanghai Electric, donc groupe énergie, transport et distribution, est là à côté de moi. Pour la confiance qu'ils nous ont accordée, et nous avons choisi au fait Shanghai Electric parce que nous avons été satisfaits des travaux qu'ils ont réalisés donc lors du projet de chemin de fer, et nous avons donc jugé utile donc de revoir Shanghai Electric pour les projets que nous sommes en train de signer. Ils ont répondu favorablement à ces projets, et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de terminer. Et je ne saurais remercier assez donc le président. Et pour sa part, le président de la société Shanghai Power Transport and Distribution, Xiao Weihua, a souligné la bonne et fructueuse expérience qu'il a eu à partager avec l'électricité de Djibouti sous la direction de M. Jamali Guélé lors de la construction de la partie électrique de la ferroviaire reliant Djibouti à Addis Abeba, de la ligne ferroviaire, pardon. Riche de cette expérience, le choix de l'électricité de Djibouti s'est porté inévitablement sur notre groupe, a-t-il dit, qui aura le privilège de réaliser et de partager encore une fois la collaboration de l'EDD pour la réalisation de ce projet. Nous sommes conscients que l'énergie électrique constitue un défi majeur d'ordre stratégique pour l'ensemble du continent africain dans lequel Shanghai Electric opère à travers plusieurs projets, a poursuivi M. Xiao Weihua. Djibouti, qui connaît un développement fulgurant, n'échappe pas à cette règle, a-t-il dit, raison pour laquelle nous sommes très heureux et très confiants en l'avenir de ce pays. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, le Palais du Peuple a abrité hier une cérémonie de clôture de la formation de perfectionnement sur l'amélioration de l'accueil, de l'orientation et de la communication en milieu hospitalier. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, et du secrétaire exécutif de la SECRA, Mohamed Awali. A noter également la participation du directeur de l'INAP, M. Shelma Keidis, ainsi que de nombreux cadres de la santé qui ont assisté à cette séance qui a clos cette formation de 5 jours qui s'est tenue à l'INAP. En effet, une trentaine de professionnels de la santé issus de différentes structures hospitalières ont profité de cette formation pour capitaliser leurs compétences sur la communication sociale et de s'approprier les connaissances pour les meilleures pratiques en termes d'accueil et d'accompagnement. Comment améliorer l'accueil, la communication vis-à-vis des patients et des usagers des structures sanitaires? C'est avec un immense plaisir que j'assiste à cette cérémonie de clôture et des assises de réflexion sur l'amélioration de la stratégie d'accueil et de communication de structures de soins. Notons que cette cérémonie exprime tantôt la réussite de cet atelier, mais également le début d'un engagement commun vers le changement pour une meilleure amélioration de la qualité de l'accueil, de la communication, afin de le rendre plus humanisant. Donc c'était les interventions respectives du représentant de la santé et de son côté, le secrétaire exécutif chargé de la réforme administrative, Mohamed Awali, s'est félicité de la réussite des travaux de ces assises qui ont permis d'approfondir les connaissances et de trouver ensemble des solutions pérennes à la problématique liée à l'accueil dans les structures de soins. Écoutons cette fois le secrétaire général du ministère du Travail. Plaisir d'assister à cette cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur la sensibilisation, l'accueil et l'orientation organisé au fin d'aider à la réalisation des objectifs de la déclaration des services aux citoyens
du ministère de la Santé. Comme vous le savez, cette charte a été lancée en novembre 2016 par le ministère du Travail dans le cadre de la réforme de l'administration pour améliorer la performance de l'administration pour qu'elle puisse fournir des services efficaces conformes aux attentes de la population. Ces formations qui viennent de s'achever démontrent indubitablement l'engagement du ministère de la Santé qui figure parmi les départements ciblés dans la phase 1 de la mise en œuvre de la DSC. Et enfin, le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Salah Benoît, a rappelé que le ministère de la Santé promeut les valeurs d'humanisme qui sont inscrites dans son slogan « Proximité, humanisme et qualité ». Écoutons le secrétaire général du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, depuis quelques années, fait un effort particulier pour améliorer le cadre physique, mais également l'accueil au niveau de citoyens et des usagers. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre global de la réforme administrative qui a été initiée par le président de la République pour rapprocher les services publics de la population, des usagers. Cela date de, comme l'a rappelé le secrétaire général du ministère du Travail, de 2016, initié par le président de la République, et qui a dit qu'elles renforceront notre démocratie et faciliteront les conditions de vie de la population. Nous sommes, au niveau du ministère de la Santé, à un endroit très sensible. Nous avons tenté tant que possible d'améliorer toutes les conditions. On a eu un intervenant qui a parlé de la problématique de la différenciation des personnels soignants, des personnels d'accueil. Nous avons fait un effort particulier dans le cadre d'améliorer la partie vestimentaire pour qu'on puisse distinguer les soignants, les différents types de soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins et les différentes catégories professionnelles. Social pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la communication sur le projet régional ADDS accompagné par une équipe de l'ONARS et le représentant du HCR ainsi que son équipe se sont rendus à Obok dans les tournées, dans les localités de Holhol et de Ali Addi. Ils ont été accueillis chaleureusement dans leurs bureaux respectifs par les autorités locales d'Obok, à savoir le préfet d'Obok et le président du conseil régional. Après des entretiens très fructueux avec les autorités locales, la délégation conduite par le directeur de l'agence de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, a rencontré la société civile dans les locaux des conseils régionaux d'Obok qui étaient présents à cette réunion, outre les autorités locales, la population hôte ainsi que les différents représentants des réfugiés yéménites qui se trouvent dans le village Malkazi. Le représentant du HCR a remercié la population pour leur accueil des réfugiés yéménites et rendu un hommage vibrant au gouvernement djiboutien et félicité la DDS pour la réalisation des infrastructures afin de soulager les souffrances de la population hôte mais aussi des réfugiés. La journée s'est clôturée par les remerciements du représentant du HCR à l'encontre du gouvernement de Djibouti qui n'a pas ménagé aucun effort afin d'atténuer les souffrances des réfugiés, la population hôte pour leur accueil, le NARS pour leur appui continu, la DDS pour la réussite et l'ADR la réalisation des infrastructures qui pourront bénéficier à la communauté, mais aussi les réfugiés yéménites qui sont dans les localités donc de Holhol et de Ali Addi. Et les membres de la délégation ont tour à tour exprimé leur satisfaction quant à l'avancement des chantiers de l'extension de l'hôpital. En voici une réaction. Nous sommes à Obok où nous avons pu rencontrer le préfet et le président du conseil régional et aussi la communauté réfugiée et locale. Et toutes ces deux populations sont heureuses
des différents projets financés. Et nous estimons que le délai qui a été fixé pour la réalisation des projets sera respecté au bénéfice de la population. Quant à l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux, nous sommes heureux de voir que cette intégration a bien commencé et nous comptons accompagner les réfugiés aussi dans les micro-projets pour faciliter leur intégration socio-économique dans le tissu de Obok d'une manière générale. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter ADDS qui est chargé de la mise en œuvre de ces projets et aussi les autorités locales dans ces deux districts qui ne ménagent aucun effort pour accompagner ADDS dans la mise en œuvre de ce projet. Aujourd'hui, le plus important pour nous tous est que ces projets respectent le délai qui a été fixé et que à travers la qualité de la mise en œuvre des projets, que d'autres bailleurs viennent accompagner Djibouti pour partager le poids des réfugiés que le pays a supporté depuis plusieurs années. Voilà donc pour le mot du représentant du HCR. Nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Hussein Aouled qui va nous faire le point sur ces élections, ce scrutin. Bonjour Hussein. Bonjour Asma. Alors c'est un scrutin sous haute tension qui devrait se tenir demain au Mali. Oui, donc effectivement, Asma, le président sortant a été donc élu il y a 5 ans sur fond d'intervention internationale contre les fondamentalistes islamistes. Mais donc aujourd'hui, ces deux tractaires l'accusent de ne pas avoir ramené de stabilité dans le pays. Et le camp de principal rival du chef de l'État malien, Soumaïla Cissé, pointe déjà donc de irrégularité dans la tenue du scrutin avec de doublons et des électeurs, voire du bureau de vote fictif, accuse son directeur de campagne. Dans le bureau donc des votes, la distribution des cartes d'électeurs a déjà débuté donc depuis plusieurs jours. L'accord de paix entre le camp gouvernement et la rébellion Touareg est signé il y a 3 ans, reste point mort. La force des Nations Unies, la MINUSMA, reste présente aux côtés des troupes françaises de l'opération Barkhane. Le groupuscule donc djihadiste implanté au nord ont essaimé au site et au centre du Mali où l'état d'urgence fait office de principe des violences qui alimentent aussi les spectres de rivalité communautaire. Et le fondateur et PDG de Facebook a vu sa fortune amputée de près de 16 milliards de dollars, 14 milliards donc d'euros, hier, avec la chute de près de 20% du cours de la bourse du réseau social qui avertit donc Hussein la veille sur la baisse à venir de ses marges dans les prochaines années. Oui, effectivement, donc au moins 16 banques d'investissement donc et courtiers ont abaissé leurs objectifs donc des cours sur la valeur donc après que les dirigeants de Facebook ont averti qu'il y a le coût lié à la protection des données personnelles et un ralentissement de l'utilisation de ces services dont ce plus important marché publicité baisserait donc sur le marché bénéficiaire pendant les 2 prochaines années au moins. Le quelques 16 milliards donc de dollars potentiellement donc perdus par Mark Zuckerberg sur sa participation dans Facebook qui représente l'équivalent de la fortune de l'homme d'affaires donc japonais Takumitsu Takizaki, 81e fortune mondiale selon donc le classement de magazine Forbes. Et c'est dans les titres, la Lune et Mars s'apprête à faire le spectacle ce soir dans le ciel. Effectivement, donc le ciel s'apprête à faire son show. Donc ce soir, il sera donc possible d'assister à la plus longue éclipse totale de lune du XXIe siècle, tandis que Mars sera quasiment au plus près de la Terre. Le spectacle pourra se découvrir à l'œil nu sans aucun danger. Jumelles, lunettes et télescopes permettront donc d'en profiter encore plus. L'éclipse ne sera visible partiellement ou totalement que dans une moitié du monde. Il pourra être observé depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie, mais c'est l'Est de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde qui seront le mieux lotis pour profiter donc pleinement du spectacle. Merci Hussein Aouled pour ces précisions à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous.